Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Avec Philippe Spanghero, avec Romain Poite sur Sud Radio dans un instant avec Rémi Dos Santos et avec Daniel Herrero. On est avec Quentin Cabanis. On parlait d'Angleterre-Fidji, l'affiche de demain à 17h. On est maintenant à 1h du coup d'envoi de Nouvelle-Zélande-Irlande. Mais demain à 17h, on a un Français sur le terrain entre Angleterre et Fidji. Un Français au centre du terrain, c'est Mathieu Raynal. On le disait, Romain Poite, Mathieu Raynal, il joue sa place aussi en demi-finale parce que c'est aussi ça, hein, le rôle d'arbitre, c'est un aspect aussi compétitif. On l'oublie peut-être assez souvent et c'est vrai que arbitrer dans les hautes sphères lors d'une Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde, c'est très rare. Hein. Oui, tu as complètement raison. Et pour répondre à ta question, généralement, et sur les précédentes Coupes du Monde, on voit le rugby désigner 4 arbitres pour faire les quarts de finale. Et ils se disputaient la suite de la compétition. Moi, généralement, la 3e place, c'est plus une récompense pour l'un des arbitres et pas forcément les 4 qui ont été désignés pour les matchs majeurs, que sont les quarts de finale, les demi et la finale. Donc évidemment que Mathieu aura un rôle à jouer pour la suite. Et sa performance de demain peut-être lui ouvrira les portes d'une demi-finale. Après, voir la blessure de Yako, si elle est conséquente ou si elle lui permet pas, au contraire, de continuer. Mais évidemment que Mathieu, au-delà du challenge et de la satisfaction d'avoir été désigné sur un quart de finale, aura une carte à jouer pour la suite et encore plus parce qu'on est aussi en France et que ça peut compter, quoi. Question de Quentin Cabanis avant d'aller voir notre auditeur du côté de Mérignac. J'ai une question justement, à quel point le parcours de la France peut impacter le parcours de Mathieu justement. Est-ce que s'il y a une demi-finale avec la France, il pourra quand même faire l'autre ou pas? Alors c'est vrai que c'est une très bonne question et c'est la question qu'on nous pose généralement. C'est les arbitres, on reste malgré tout les supporters de l'équipe de son équipe nationale, mais c'est vrai que quand elle s'arrête dans les phases finales, ça ouvre un peu plus d'opportunités pour nous arbitres de continuer. Donc pour répondre à ta question, oui, si la France est en demi-finale et qu'une autre demi-finale est à disposition, Mathieu peut y être désigné, il n'y a aucune difficulté. Même là, par rapport au cheminement des quarts de finale et le croisement des affrontements, il fait un quart de finale où potentiellement peut y avoir la France face à l'équipe qui sortira vainqueur de son match. Donc ça importe peu puisque la performance elle est spontanée, le jugement il est sur la performance. Et après, on passe à une autre étape et on ferme le livre précédent. Donc, ça n'impacte pas les désignations futures, mais il est évident que dans les 4 arbitres qui ont fait les quarts de finale, tous sont représentés dans les phases finales. Wayne Barnes avec l'Angleterre, Jaco Pepper avec l'Afrique du Sud, Mathieu Raynal avec la France et Ben O'Keefe avec la Nouvelle-Zélande. Après, l'histoire s'écrira et peut-être ouvrira une opportunité, ce que je lui souhaite à Mathieu, oui. Ouais. Justement pour évoquer ce soir, Wayne Barnes va arbitrer ce Irlande-Nouvelle-Zélande. Wayne Barnes qui a déjà été l'homme au sifflet lorsque l'Irlande a remporté le match décisif de sa tournée en Nouvelle-Zélande en 2022. Il était également en charge lorsque l'Irlande a battu les All Blacks pour la première fois en 2018. Il y a un côté un peu de talisman, même si on connaît l'intransigeance sur le terrain, on n'a aucun doute sur l'impartialité de Wayne Barnes qui va faire sa 5e Coupe du Monde. Il est souvent décrié en France. Incroyable longévité. Il est souvent décrié en France. Moi, je trouve à tort, mais je le dis ouvertement, je le trouve à tort parce que je considère que c'est un excellent arbitre. Romain, quelle est ta vision sur Wayne Barnes, que j'imagine tu dois pas mal connaître? Ouais, et qu'on dit très sympathique. Et qu'on dit très très sympathique en 3e mi-temps. Oui. Il a toujours. Il paraît. Qui lui a même valu certains reproches à une certaine époque, mais bon là je trahirais des secrets, donc on va les garder. Ce qui se passe dans le vestiaire se passe dans le vestiaire. Et non, Wayne c'est le monument de l'arbitrage. Il a commencé à 27 ans à diriger une Coupe du Monde, ce qui est remarquable. C'est quelqu'un d'assez constant sur le niveau. Et c'est un monument. Et il a plus de 100 matchs. Il a dépassé Nigel Owens. C'est le premier performeur de l'arbitrage mondial.
et c'est quelqu'un qui mérite son statut de numéro 1, si on peut appeler ça un statut de numéro 1. Après, Wayne, c'est un avocat, donc c'est quelqu'un qui a, moi j'ai eu de profondes discussions avec lui par rapport à la défense de certaines décisions, il m'expliquait, mais moi je cherche toujours à comprendre, et des fois il était un petit peu en décalage, donc c'est ce qui peut faire sa singularité pour nous latins et pour nous français. Mais au-delà de tout, ça reste un excellent arbitre. Il a beaucoup dirigé d'Irlande à Nouvelle-Zélande. Ça a toujours été des très grands matchs. Donc, il peut avoir un travers. C'est quelqu'un qui aime animer une rencontre, donc qui fait beaucoup de tri, et avec sa sensibilité, comme je le disais. Des fois, on comprend pas toujours ses décisions. Mais au-delà de ça, moi je me souviens du match de cette Coupe du Monde où entre l'Australie je sais plus lequel il a dirigé, pardon. Attends, je vais te retrouver ça. Mais il avait dirigé le même week-end que France-Afrique du Sud. Il avait dirigé un match entre deux nations et un match à fort enjeu. C'était Pays de Galles, Australie. Voilà, je vais y arriver. Et je l'avais trouvé très bon, très cohérent, très proche de la règle, et un petit peu à l'image de ce que fait Mathieu, mais sans faire de comparaison entre les deux, parce que je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Mais dès lors on reste proche de la règle, on s'évite des polémiques ou des discussions. Et moi, j'avais trouvé très précis sur ce match-là, et il y avait besoin de l'arbitrer pour justement s'éviter des polémiques. Il y a toujours à discuter, mais j'avais trouvé Wayne très proche de la règle, comme pour le match, même si il y avait aucune mesure commune, mais sur le match Nouvelle-Zélande-Uruguay où il avait arbitré aussi, et Écosse-Roumanie où il avait arbitré, il n'avait pas hésité à siffler, et il avait été précis. Donc non, Wayne ça reste le monument, 5e Coupe du Monde. Je pense que ça sera jamais égalé. C'est quelqu'un qui est au top et qui restera toujours au top malgré tout. Merci beaucoup, Romain. Un petit pronostic pour ce soir ? Un petit pronostic. Alors, je suis très mauvais pronostiqueur, et nous aussi, ça tombe bien. J'aime ce rôle-là parce que au moins ça me faisait preuve de neutralité quand j'arbitrais. Mais non, moi je vois bien la Nouvelle-Zélande, dont on parle très peu, et y a rien de plus dangereux qu'une équipe dont on parle peu, surtout avec le standing de la Nouvelle-Zélande. Et moi je vois bien la Nouvelle-Zélande créer une belle surprise, même si l'Irlande reste une nation qui fait preuve d'une précision assez remarquable. Mais ça reste le match, puisque c'est les deux dernières équipes qui ont dominé dans les 10 dernières années le rugby mondial. Donc je pense qu'on va citer un beau spectacle, et moi je mettrai une petite pièce sur la Nouvelle-Zélande. Mais me suivez pas, parce que je suis très mauvais pronostiqueur. Bon, on est deux, donc faut pas nous suivre tous les deux, parce que moi aussi je mets la Nouvelle-Zélande, Romain. Bon, merci, on se retrouve demain. Pour parler de Weasel et de l'arbitrage, toujours un sujet passionnant sur Sud Radio. Merci beaucoup, Romain. Jérôme de Mérignac, tu le vois comment, toi, ce match ce soir entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande? Ça va être un jeu explosif, je pense. Donc à mon avis, je pense que ça va être très serré, comme je disais tout à l'heure. Donc, mais ouais, les Blacks sont quand même assez forts, mais l'Irlande joue. On l'a perdu. L'Irlande joue bien. On le saura jamais. Non, mais l'Irlande joue bien. L'Irlande joue bien. Merci en tout cas à Jérôme de Mérignac. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec Daniel Herrero, mais d'abord on rejoint Antoine Mazer. Antoine, rebonsoir en tribune presse avec Renaud Santos. Rebonsoir. On a pris un peu de hauteur du Stade de France. On a pris de la hauteur effectivement, puisqu'on est là ce soir pour ce Nouvelle-Zélande Irlande, mais d'abord un petit mot quand même sur ce France-Afrique du Sud. Comment les Bleus ont négocié cette semaine de phase finale, Antoine? Ça n'a pas été une semaine comme les autres pour l'équipe de France, bien sûr, parce qu'on prépare un quart de finale de Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud. Même Fabien Galtier parlait au soir du match face à l'Italie d'une deuxième finale de Coupe du Monde qui allait se jouer demain soir au Stade de France entre la France et l'Afrique du Sud. Déjà, ça a commencé lundi. Tout le monde, tous les yeux étaient rivés sur l'attente du chirurgien Bruno Boussagol qui donnait le feu vert pour rejoindre l'entraînement de Antoine Dupont, qui pouvait rejoindre le groupe de l'équipe de France. Ça avait commencé donc lundi avec le retour d'Antoine Dupont. Mardi, entraînement collectif avec Antoine Dupont qui portait un casque.
Entraînement également ouvert aux médias le mercredi et c'est confirmation, Antoine Dupont devrait être titulaire. On a la confirmation, c'est sûr, c'est vendredi, Antoine Dupont sera titulaire, mais pas que Antoine Dupont, parce que c'est vrai qu'il a omnibulé les débats tout au long de la semaine, mais il n'y a pas eu d'entraînement ouvert au public pour l'équipe de France. Ça a été vraiment préparé en intimité, ce quart de finale. Même il n'y a pas eu d'entraînement à haute intensité comme a l'habitude de le faire les hommes de Fabien Galtier. Ça a été un entraînement plutôt mesuré. Et oui, ça a été un entraînement plutôt mesuré lors du mercredi. Le jeudi, il y a eu un jour de repos. Les Bleus ont même pu aller le temps d'aller visiter le chantier de Notre-Dame de Paris. On les a sentis vraiment décontractés, surtout motivés à l'idée de défier l'ogre Springbok, champion du monde en titre, dans ce stade de France qui affichera bien sûr complet guichet fermé, mais surtout qu'ils sentent que l'ambiance et l'engouement va être multiplié par 2, parce que Aldrit le disait, c'est peut-être une nouvelle compétition qui commence dès demain. Alors quand même, Philippe Spanghero, l'équipe de France qui change un petit peu le protocole de ses entraînements, ça indique quoi selon toi ? Ça indique peut-être une volonté, c'est très vrai dans les staffs en ce moment, une volonté de ne pas tomber dans des routines, de casser les routines régulièrement. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à y voir de plus que ça. On rentre en phase finale, c'est une nouvelle compétition qui commence et donc il ne faut pas installer les joueurs dans une forme de routine et de confort. Donc je crois que j'en ai parlé souvent avec les staffs et ils me disaient que particulièrement avec cette nouvelle génération, ce qu'on appelle la génération Z, qui a besoin de changements réguliers, d'émulation permanente. Donc les staffs essaient de casser les routines. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose comme explication à y voir d'autre que ça. On va évidemment continuer d'en parler dans un instant avec une question simple que je te poserai, Philippe, après la pause. Est-ce que l'Afrique du Sud joue plus gros que la France ce soir, enfin demain soir le coup d'envoi sera à 21h. Mais d'abord, c'est le journal de la Coupe du Monde avec Quentin Kévanis. Les fromages Matok, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Et Alexandre, on a une première nouvelle, une première équipe déjà qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Il s'agit bien évidemment de l'Argentine qui est venue à bout du Pays de Galles cet après-midi sur le score de 29-17. Une rencontre que vous avez vécue en direct sur Sud Radio, la radio du rugby, avec Mathias Merlot et Laurent Cardona aux commentaires. Donc 29-17 pour les Argentins qui vont retrouver en demi-finale les vainqueurs du match de ce soir, Irlande-Nouvelle-Zélande, dans une rencontre que vous verrez en direct sur Sud Radio, donc avec Rémi Dos Santos et Daniel Herrero aux commentaires. Avant les deux autres quarts qui auront lieu demain, Angleterre-Fidji à 17h avec George Ford sur le banc pour les Anglais. C'est Owen Farrell qui lui a été préféré au poste de numéro 10. Et en ce qui concerne l'équipe de France, les Bleus vont débuter avec le même 15 que contre l'Italie, avec un seul changement, c'est le retour d'Antoine Dupont, notre capitaine titulaire au poste de jeu numéro 9 pour le 15 de France. Alexandre, donc voilà les Bleus qui sont prêts à en découdre demain soir 21h sur Sud Radio. Et on va en parler dans un instant sur Sud Radio avec Daniel Herrero, Rémi Dos Santos et Philippe Spanghero en direct du Stade de France. À tout de suite. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées. Plaquez tout pour goûter nos fromages. Vous êtes sur Sud Radio, on est maintenant à 45 minutes du coup d'envoi de ce quart de finale, de cette immense affiche entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande au Stade de France. On est avec Rémi Dos Santos, on est avec Philippe Spanghero, avec Daniel Herrero qui est en train de s'installer dans cette tribune presse du Stade de France. On va évidemment largement évoquer. Salut Daniel, comment ça va Daniel? Il est là. Ça va, ma forme est bonne, ça va. J'ai la guibole agile, le regard clair, me semble-t-il. Hein. Et surtout, j'ai le cœur en joie pour assister à ce match. Voilà. Je sens que tu es en forme quart de finale. Et ça, c'est très bien, en forme de phase finale. On va en parler de ce match longuement, évidemment, Daniel. Mais évoquons d'abord, on va prendre un petit peu d'avance, cette affiche de demain, ce France-Afrique du Sud de demain, avec beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine. On va rappeler les compositions des deux équipes, notamment pour l'Afrique du Sud, parce que j'aimerais bien avoir tes réactions, Daniel, sur cette composition sud-africaine, avec, à noter précisément, Cobus Reinhardt et Manny Libok titulaires en charnière à la place de De Klerk et Pollard sur le banc, un banc 5-3, 5 avant, 3 quarts. Le seul troisième ligne sur le banc, c'est Kwagga Smith. C'est un troisième ligne joueur. Est-ce qu'on peut vraiment croire à l'option jeu choisie par les Sud-Africains, ou il y a de l'esbrouf dans tout ça, Daniel?
Oh, vite fait, bien fait. Évidemment, ce sujet-là, il va être battu, rebattu jusqu'à demain parce qu'il y a encore derrière cette formation d'équipe sud-africaine effectivement susceptible d'interroger dans 2 ou 3 secteurs et même dans le secteur général qui est celui du projet de jeu de cette équipe Springbok. Et à l'évidence, la titularisation de Willem C à l'ouverture et de Manu Libok à l'arrière, non, le contraire, pardon, atteste qu'il y a une volonté offensive. Ces deux joueurs sont rayonnants de qualité athlétique, ils sont rayonnants de goût de la balle, je dirais. Ils ont une fluidité dans la circulation, une grosse qualité d'explosivité et de course. Ils sont très entreprenants avec la balle. Donc les Sud-Africains qui depuis 1000 ans nous ont habitués à avoir une paire de demi et notamment ouvreur arrière extrêmement rigoureux, très titulaire de très gros jeux au pied, ce qui n'est pas le cas. Alors ce qui n'est pas le cas avec ces deux joueurs, Manu Libok et Willem C. Et donc ça peut interroger. Ah non, il ne peut pas y avoir des esbroufs. On ne fait pas de l'esbrouf, sauf si à 10 minutes avant le coup d'envoi, il nous ressort André Pollard et Faf, le fameux Faf, l'innommable Faf, tu vois le syndrome Faf, celui qui depuis 1000 ans tape, tu vois, tape et retape. Et voilà. Ouais, non, il y a un syndrome dans le rugby mondial, Faf. C'est Faf qui a inventé le jeu à ce point défensif dans les 40 mètres. C'est Faf qui a inventé le petit train. C'est Faf qui a inventé les 5 wagons du petit train. Ah non, je ne sais pas, je l'aime pas. C'est que Faf, il est titulaire c'est une caricature de demi de mêlée, tu vois, mais quand même il est champion du monde. C'est une caricature de demi de mêlée qui fait du jeu au pied une aussi grande importance que du jeu de main. Faf fait quelques passes, Faf tape beaucoup. Là ils mettent avec le demi de mêlée, j'allais dire, redis-moi son nom. Cobus Reinhardt. Ah ouais, Cobus Reinhardt. Ils mettent voilà, avec Cobus Reinhardt, ils mettent qu'on connaît parfaitement sur la terre de France, qui est lui un très très véloce, un très entreprenant. Il vient dans la zone provoquée, il va très très vite, il a toujours un petit potentiel explosif dans cette zone-là. On voit des intentions. Avec les joueurs, à l'évidence, éclairent un système de jeu, je dirais. Tu vois, et là, je ne crois pas qu'il y ait de l'esbrouf. Je ne suis pas certain qu'ils vont attaquer de la première à la dernière minute, mais l'équipe avec les deux Blacks à l'ouverture, Manu Libok, et à l'arrière Willem C, et avec Cobus Reinhardt à la mêlée, ça atteste quand même quelque chose qui se veut plus vivant, potentiellement plus actif et incontestablement en grande fraîcheur dans le moment. Des qualités athlétiques et de la fraîcheur, des intentions offensives, ça pourrait donner une petite coloration au jeu d'Afrique du Sud demain contre les Français. Philippe Spanghero et puis ensuite Rémi Dos Santos sur le sujet. Qui joue le plus gros demain, qui a le plus rendez-vous avec le rugby, avec son histoire? Est-ce l'Afrique du Sud en route peut-être pour un deuxième sacre consécutif, ce qu'avait réussi à faire la Nouvelle-Zélande 2011-2015? Est-ce la France sur ses terres? Philippe, c'est vrai que c'est difficile à déterminer. Quel est ton avis? Pour moi, c'est pas difficile à déterminer. C'est clairement la France. On en a assez parlé avec Daniel lors de nos podcasts. La France a rendez-vous avec son histoire. On a rarement eu une équipe de France qui était à ce point attendue de façon légitime. En 2007, c'était un peu irrationnel parce que on avait une grande équipe de France, mais on attendait l'équipe de France au rendez-vous parce que c'était chez nous. Mais il y avait un peu plus d'incertitude sportive. Aujourd'hui, cette équipe de France, elle coche toutes les cases. Et elle a déjà séduit les cœurs. On voit un engouement populaire qu'on n'avait pas vu en 2007. Et donc on a aussi besoin pour l'ensemble du rugby que cette équipe de France aille loin et qu'elle embarque avec elle tout le pays dans une vague qui serve le rugby français. Donc la pression et l'enjeu, il est clairement sur les épaules des Bleus. Oui, effectivement. Rémi Dos Santos, ton avis, toi, qui joue le plus gros demain? Pour moi, c'est la France. Je suis d'accord avec Philippe. La France joue plus gros déjà pour la simple et bonne raison que l'Afrique du Sud elle est championne du monde en titre et la majorité de l'équipe qui est composée par Rassie Erasmus sur ce tournoi en 2023 c'est majoritairement des champions du monde 2019, donc quoi qu'il arrive ils ont ce titre, ils ne le perdront pas. Nous on est toujours à la recherche de cette première couronne mondiale, de ce premier titre et c'est vrai que les planètes semblent un peu plus alignées qu'il y a 16 ans, donc très clairement on s'est posé en favori de par nos résultats depuis 4 ans, on s'est posé en ultra favori de par
notre victoire contre les Blacks assez solide, il faut le dire. Maintenant, voilà, il faut assumer ce statut de favori, je dirais à ex-aequo avec l'Irlande, et d'aller au bout, au moins aller jusqu'en finale. Et donc oui, on a très clairement beaucoup plus à perdre que les Springboks demain. Daniel, si je suis Rémi et Philippe, les Bleus ont rendez-vous aussi avec de la pression, parce que elle est peut-être plus lourde sur leurs épaules que sur celle des Sud-Africains, si je comprends bien. Bien, si on dit que en regardant l'évolution des choses depuis quelques années, en regardant les niveaux de rugby obtenus par les 3 ou 4 équipes susceptibles d'être couronnées, on dira, en 2023, la France effectivement est dans une croissance incontestable, légitime, maîtrisée, je dirais, qui fait qu'aujourd'hui elle est favorite. Alors le fait qu'en plus l'événement il soit sur le territoire national, qu'en plus il y ait comme ça une ferveur rugbyistique, tu vois, à l'échelle du pays, déclenchée évidemment par la culture rugbyistique française, sans aucun doute aussi quand même par des résultats de nos Bleus contemporains. Et il y a là derrière l'idée que la France est simplement, à mes yeux tout au moins, favori, c'est assez difficile à dire, mais elle est sur les 2 ou 3 incontestables qui peuvent l'emporter. Je ne sais pas si on peut dire que la pression maximale est liée. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a la conviction légitime, objectivée, que voilà, c'est notre heure, c'est notre tour, personne en face n'est a priori supérieur à nous, il s'avère qu'il va falloir les tordre les uns après les autres, qui sont tous très bien équipés, et que je ne vois pas en quoi ça va annihiler, ou ça va freiner, ou ça va inhiber la pleine expression du potentiel du rugby français. On appelle ça de la sérénité face à un événement qui est quand même assez considérable, reconnaissons-le. Il est beau de voir des Français clairs dans leur cœur face à la grandeur de l'événement qui les attend. Et sur deux, on écoute Fabien Galtier. Alors, allons-y. Paris, au Stade de France, un quart de finale de Coupe du Monde, c'est magnifique, c'est merveilleux. Je répète toujours ces mots, mais pour nous, l'enjeu, c'est, comme depuis le début, c'est de jouer simplement au rugby avec plaisir, en équipe, et avec ambition, envie de relever ce défi, comme on l'a toujours fait. Cimetière, quand même. J'ai entendu cimetière, Daniel. Un ton de cimetière. J'ai toujours l'impression qu'il a perdu quelqu'un, Fabien. Tu vois, franchement, je sais pas, ou peut-être de l'espoir, simplement. J'espère qu'il a perdu personne. Mais bon, tu vois, alors c'est vrai qu'il est assez beau de dire, nous savons à l'heure actuelle, dans le cœur de nos Français, dans le cœur de nos staffs, et peut-être même dans le cœur de la France, nous avons cet amour de notre équipe, ce goût absolu d'être solidaire et d'être généreux, ce goût d'être joyeux, ce goût d'être serein, tu vois ça, c'est vrai que Fabien Galtier et le 15 de France préparent ce match quand même depuis des années, que ça obstrue un petit peu quand même l'horizon, que c'est une exclusive passionnelle, que tu vois, d'arriver dans cette Coupe du Monde avec le cœur en place comme ça, et j'y arrive, mais Fabien a toujours l'impression que demain il a rendez-vous avec Lucifer, ce qui est un peu pénible, mais bon, a priori il est quand même aussi clair sur l'idée que les Français sont prêts pour cet événement, quoi. Ouais, cet événement exceptionnel qui sera heurté, qui sera forcément exceptionnel. Ça c'est demain, effectivement. Dans un instant on va aborder l'avant-match de Nouvelle-Zélande-Irlande. Et tu sais que, je sais pas si tu es au courant, Daniel, mais sur Instagram depuis quelques jours il y a une vidéo qui est ressortie d'une, si je te dis, je vais te donner quelques mots, Toulon, Bordeaux, Toulon-Bègle 91, je pense que ça te parle. Un truc me dit que c'est quelque chose... qu'on parle aux côtelettes, mais non, mais une bagarre. Si je te parle de bagarre, ça te dit quelque chose, non? Oui, je sais pas si ça me parle, mais ça me fait mal aux côtelettes. Parce que c'était quand même extraordinaire, la bagarre. Du coup, on la revoit un peu partout sur les réseaux sociaux. Elle était inouïe. Et toi, à la fin du match, Daniel, tu t'exprimes en tant qu'entraîneur. Tu dis vraiment bravo à l'arbitre d'avoir su tenir le match. Il a réussi à tenir le match. Il a été droit, monsieur l'arbitre, après avoir vu une bagarre monumentale. Et ça, cette phrase-là me restera, Daniel, parce qu'elle est quand même exceptionnelle. Tu avais dit ça à l'époque aux médias. Tu te rends compte quand même? Ouais.
Ouais, je me demande si je le pensais, mais je crois que oui. Non, je crois que oui. Je crois que oui. Le match avait une turbulence incontestable, il était peu poète. Et à la sortie, effectivement, un arbitre sain, serein et clair dans ses bottes avait réussi à tenir des hommes qui avaient perdu un peu le sens de la courtoisie. Ouais. Merci beaucoup, Daniel. C'est vrai que c'était un grand moment et vous retrouvez ces images absolument partout. Merci beaucoup aussi, Philippe, d'avoir été avec nous ce soir. On veut ton grand pronostic pour ce Irlande-Nouvelle-Zélande très rapidement, Philippe. Alors très rapidement, victoire irlandaise serrée, mais victoire irlandaise. Victoire irlandaise serrée, l'avant-match dans un instant sur Sud Radio en direct du Stade de France avec Rémi Dos Santos et Daniel Herrero. À tout de suite. Vous êtes sur Sud Radio, on a une demi-heure maintenant du coup d'envoi au Stade de France de ce Irlande-Nouvelle-Zélande. Quelle affiche, quel bonheur, quelle chance vous avez, Rémi Dos Santos et Daniel Herrero, d'être dans ce Stade de France qui est donc le théâtre d'un match qui pourrait entrer dans la légende. L'affiche déjà est exceptionnelle. Daniel, en guise d'introduction de cet avant-match, est-ce qu'on pouvait rêver mieux comme quart de finale en dehors de la France, bien évidemment? Sûrement que non, il y a quelque chose de considérable à ce quart de finale. Il y a même quelque chose de sublime parce que c'est probablement le plus beau match que le rugby mondial peut offrir. Avec celui de demain, on va en discuter, mais celui-là il en est un de sûr, absolument de sûr. Tu vois, et en même temps c'est un quart de finale, donc ça pourrait être le plus beau quart de finale, probablement la plus belle demi-finale, peut-être la plus belle finale. Ce match-là, il réunit tout ce que le rugby aujourd'hui a de plus beau. Il réunit peut-être les meilleurs joueurs, il réunit les meilleurs coachs, je pense. Il réunit probablement les meilleurs systèmes de jeu. Il réunit les meilleures disciplines éducatives. Il réunit peut-être même la meilleure morale, tu vois. Là c'est haut. Là, il y a quasiment que des seniors dans le lieu. Il y a des joueurs qui ont fait leur preuve à un plus haut niveau. Il est pour moi impensable qu'il débouche sur une Villeneuve, tu vois ça. Je suis pas absolument certain qu'il va déboucher sur un exceptionnel, sur une écriture nouvelle du rugby contemporain. Tu vois, c'est pas certain, ça, loin de là même. Mais pour ce qui est du top du moment, oui. Le rugby d'aujourd'hui sur la terre du monde, tu vois, en 2023, eh bien ce quart de finale là, sans doute aussi celui de demain, on va y revenir un peu, je m'enflamme pas que sur celui-là, mais celui-là, eh bien honnêtement, il nous laisse la vibration pour l'instant à demi-heure du coup d'envoi, la vibration de quelque chose d'étrange qui pourrait être exceptionnel. Et quand tu vas avec le cœur ouvert pour aller peut-être assister à quelque chose d'étrange, d'exceptionnel, et qui sans doute sera en même temps d'une magnifique esthétique rugbyistique, alors il y a une grande joie. Là, tous les collègues qui vont voir ce match, sachez probablement que c'est un des plus beaux matchs qui pourrait avoir lieu sur la terre du monde ovale dans ce début du XXIe siècle. Est-ce qu'en tant que journaliste, alors c'est une question un peu journaliste à journaliste, mais c'est vrai que on n'a pas tous les jours l'occasion de commenter un tel match. Rémi Dos Santos, en plus toi c'est ton premier match de Coupe du Monde sur Sud Radio. On est content de l'accueillir. La pression ou quoi que ce soit, il n'y a aucune pression évidemment. Mais si. Tu mesures un peu cette chance quand même quand tu vois le stade devant toi, là devant tes yeux. Je suis déjà très reconnaissant de la confiance, déjà évidemment, mais oui bien sûr. Je me rends compte de ce à quoi je vais assister, de ce que je vais avoir la chance de commenter pour vous tous, pour vous toutes ce soir, parce que c'est déjà un quart de finale de Coupe du Monde, c'est extraordinaire en soi, et on a en plus deux des plus belles équipes du monde. Donc oui, ça c'est un vrai rêve d'enfant. Là, tu parles de questions de journaliste à journaliste, mais nous on fait avant tout un métier passion, et on fait ce métier parce qu'on aime le sport, on aime le rugby. Et c'est un des plus bels événements qu'on puisse commenter. Donc voilà, c'est un moment magique qu'on va vivre avec Daniel, avec Antoine aussi qui est là, et on va en profiter à plein pendant 80 minutes et même plus. Oui, non mais c'est vrai, et le stade est prêt. En tout cas, quand on regarde un petit peu, Daniel, le parcours des Irlandais en Coupe du Monde. 87, quart de finale. 91, quart de finale. 95, quart de finale. 99, barrage. 2003, quart de finale. 2007, poule. 2011, quart de finale. 2015, quart de finale. 2019, quart de finale. Y a-t-il un complexe irlandais avec que des défaites en quart de finale dans son histoire?
Alors effectivement, quand la statistique confirme comme ça que tu répétais comme un bègue, tu vois quart de finale. Il dit il est malade ou quoi? De fait, effectivement, ils ont toujours perdu en quart de finale. À partir de là, t'es quand même obligé d'avoir une analyse un peu orientée sur le sujet, quoi. Tu vois, pourquoi ils se qualifient tout le temps et pourquoi à ce niveau de butée ils s'arrêtent. Ma conviction, c'est que le jeu de cette équipe d'Irlande, de ce pays d'Irlande en matière de rugby, il a toujours été un peu au-dessus de la moyenne et il n'a jamais flirté avec la certitude du très haut. Tu vois, depuis quasiment l'histoire du rugby irlandais. Honnêtement, tout le XXe siècle, tu vois, le rugby irlandais a toujours été un rugby catalogué comme étant dangereux, pouvant rivaliser avec tout le monde, mais quand même, dans la zone des 3 ou 4 ou 5 meilleurs, il n'y mettait pas le nez. Il n'y mettait pas le nez. Et donc il y a une constante que quand il arrive 6e, 7e, c'est-à-dire grosso modo la zone des quarts de finale, ils perdent. Ça c'est la première hypothèse. Et son niveau, le niveau du rugby irlandais depuis un siècle, ne l'invitait pas à cette taille-là. Il n'y est jamais arrivé. Si on analyse aussi dans les événements, aucun match irlandais en quart de finale n'a été le fruit j'allais dire d'une injustice. Aucune défaite plus exactement. Ils n'ont jamais perdu de façon... mais ils sont passés à côté. Il y a quand même eu des accidents. C'est arrivé pour l'Écosse, c'est arrivé pour les Fidji, c'est arrivé pour la France même. Tu vois, de perdre une quart de finale, tu dis mais quand même on était meilleurs là. J'ai pas mémoire. Ils se sont fait tabasser comme des poulpes en quart de finale en 2019. En 2015, ils dominent la France dans la phase qualificative. Ils explosent ensuite. En 2003, je me rappelle, nous étions en Australie. Tu vois, ils font une poule magnifique. Et ça se passe à Melbourne contre la France. Il y a 40 000 Irlandais. Il y a 40 000 Irlandais dans le dôme de Melbourne. Tout le monde dit enfin l'Irlande. Tu vois, elle est pas trop mal. Et elle va se faire exploser par les 15 de France qui mènent 29-0 à la mi-temps. De fait, c'est la qualité de leur rugby. Alors, dans la qualité de leur rugby, on va analyser. C'est une faillite mentale ou c'est du rugby? Alors, non, c'est rugby. Il est rare que l'Irlandais était déficitaire sur son engagement. Jamais. Il est rare que l'Irlandais était déficitaire sur une composante morale. Par exemple, ce que nous avons vu sur les Australiens dans cette Coupe du Monde, ce que nous avons vu chez les Italiens, c'est que le mal de tête altère la qualité de... Non, l'Irlandais, non, honnêtement. Hein. Bon, pour moi, c'est une raison majeure. Alors maintenant, incontestablement, depuis 4 ou 5 ans, leur niveau de rugby a augmenté. Alors là, c'est formel. Objectivement, on peut l'analyser, mais objectivement, il a augmenté dans tout. Il a augmenté dans les principes généraux du jeu, il a augmenté dans la discipline collective, il a augmenté dans la rigueur de la conquête, il a augmenté dans la maîtrise absolue d'un système. Ils ont aujourd'hui une manière de jouer qui leur est presque unique, qui est en même temps extrêmement connue et pour pas dire identifiée, mais en même temps extrêmement performante. Ils ont ce type de jeu répétitif, basé sur la possession de la balle, avec une discipline rigoureuse quasiment à 4 coins du terrain, s'appuyant sur une espèce de double gestion, la gestion du cœur autour de Peter O'Mahony dans tous les secteurs de la conquête, et la gestion de la variation du jeu autour de leur buteur et de leur capitaine Sexton. Ils l'ont en place, ils l'ont maîtrisé, ils font peu de fautes dans ce secteur-là, ils ont presque dominé avec tout le monde avec ça, ils l'ont jusqu'au bout des ongles. Ils ont aujourd'hui un jeu qui n'a pas encore franchi l'écriture d'un rugby moderne, créatif, tu vois, mais sur les bases de meilleur rugby aujourd'hui, maîtrisé, appliqué et dominé, ils y sont. Donc aujourd'hui, dans leur jeu, ils sont dans les 4 meilleurs. Ils sont depuis 3 ans ils sont depuis 3 ans première nation mondiale du rugby. Enfin, depuis 2 ans, première nation mondiale du rugby. Donc c'est clair, les collègues. À partir de là, on peut se dire, il y a une légitimité à penser que aujourd'hui, ils sont, on pourrait pas dire franchement favoris, mais ils sont de l'ordre du concurrentiel contre cette équipe de Nouvelle-Zélande, qui en plus, on le sait, dans les 2 ou 3 dernières années, ils ont battu 4 5 fois. Et on écoutera justement dans un instant Yann Borswick sur le sujet. Lui, il s'exprime. Yann Borswick, le journaliste sportif, considéré comme l'un des plus grands spécialistes de All Black, qui a donné son avis sur qui est favori. Mais d'abord, Rémi Dos Santos, la phase de poule des Irlandais est-elle conforme à leur statut? Oui. Elle est largement conforme à leur statut. Ils avaient
3 matchs qu'ils devaient gagner avec le bonus. Les Tonga, la Roumanie, ça s'est passé sans problème. On se souvient que face aux Tonga, Sexton sort à la mi-temps. Le travail est fait, il y a le bonus déjà en poche, on fait souffler les cadres et derrière on déroule encore en deuxième période. Contre la Roumanie, évidemment, il n'y avait pas photo. L'Écosse, ils ont été impressionnants la semaine dernière. C'était une finale, c'était un 8e de finale. Ce match contre l'Écosse, les Écossais pouvaient sortir l'Irlande et on n'a jamais espéré ne serait-ce qu'un exploit écossais parce que dès la 2e minute ils avaient marqué. Et puis il y a ce match face à l'Afrique du Sud où ils ont été mis en difficulté, oui, mais ils ont toujours réussi à s'en sortir et c'était leur gros test de la phase de poule et de mon point de vue ils l'ont passé avec brio, même si l'Afrique du Sud aurait dû gagner avec un meilleur buteur. Ils ont fait exactement le travail. Donc oui, on a une Irlande qui arrive en quart avec ce qu'elle devait faire, son plan de route, son plan de jeu. Je pense qu'Andy Farrell, il n'a pas eu à dévier de son storyboard depuis le début du mondial. Et justement, tiens, Yann Borswick, hier, on lui posait la question qui a commencé à aborder Daniel. Qui est favori pour cette rencontre? Écoutez la réponse de Yann Borswick. Les Irlandais ont transformé leur jeu, ont transformé leur aura depuis quelques années, depuis leur première victoire contre la Nouvelle-Zélande. Alors, je ne veux pas parler que de l'histoire, mais vous savez que l'Irlande a mis 111 années avant de battre la Nouvelle-Zélande pour la première fois. Et ils l'ont fait en 2016 pour la première fois de l'histoire. Et depuis, sur les 8 rencontres, ils ont gagné 5. Donc on peut dire que l'Irlande est le favori de ce match contre la Nouvelle-Zélande. Ouais, l'Irlande favori pour ces raisons-là, pour cet affrontement. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques victoires irlandaises quand même, Daniel, récemment. Ah ben oui, alors là c'est la pure statistique. L'Irlande a mis 115 ans pour battre la Nouvelle-Zélande. Eh bien l'Irlande a mis 122 ans pour franchir un quart de finale. Tu vois à peu près l'idée quoi. Voilà, l'Irlande dans les 3 dernières années, elle a battu 5 fois la Nouvelle-Zélande. Ça commence à attester, 5 fois sur 8. L'Irlande a fait un doublé. Tu vois, sur la terre néo-zélandaise l'année dernière. Donc, je ne sais pas pourquoi on chercherait autre chose que les deux équipes sont pour le moins plutôt proches et il semble que dans l'allure générale du moment, l'Irlande est un potentiel un peu supérieur, ce qui nous donnerait l'idée de les mettre favoris. Mais on sent bien qu'il y a malgré tout que très peu de choses qui pourraient les séparer. Et encore une fois, on risque d'arriver à un potentiel exploit dans les deux équipes, c'est-à-dire qui peut faire une différence à lui tout seul. Il n'y en a pas beaucoup. Ces deux équipes, c'est sur leur jeu collectif qu'elles vont faire leur faute. Un potentiel buteur, Assaoui. Ah oui. Là, on sait que les Blacks ont une qualité de jeu au pied d'ensemble plutôt bonne, mais pas exceptionnelle. On sait que les Irlandais ont une qualité peut-être un peu meilleure, mais ça se joue pas beaucoup. Ça peut se jouer à 3 ou à 6 points d'écart sur la réussite au pied, ce qui est, dans un match comme celui-là, à prendre en considération. Voilà, maintenant honnêtement, il y a un deuxième paramètre, un dernier paramètre, mais celui-là, on n'arrive jamais à l'évaluer objectivement, qui est le paramètre de la clarté du cœur des deux équipes. Tu vois, il me semble que pour faire plus limpide, en sérénité, que cette équipe d'Irlande, ça sera difficile. Peut-être les nôtres d'ailleurs. Tu vois, mais ça sera difficile. Oui, et on voit avec les All Blacks quelques petites allures qui méritent des suspicions. Enfin, tu vois, leur coach a annoncé qu'il arrêtait. Pas très très bon dans la préparation générale. Pour les jeunes qui arrivent, pour ceux qui vont partir, pas très très bon. La grande confiance de l'équipe autour du coach, elle n'est pas une certitude absolue. Elle ne génère pas, à mes yeux tout au moins, cette magnifique sérénité, tu vois, que les Irlandais ont avec un Anglais qui est en l'occurrence Andy Farrell. Ensuite, il y a le capitaine n'est pas dans la sérénité absolue du poste. Il n'est pas certain que ce soit le meilleur troisième néo-zélandais, tu vois, et il n'est pas certain que ce soit qui est l'homme du plus grand charisme, tu vois, Sam Cane. Et ensuite, il y a un petit sujet. Il y a un petit sujet, je me permets, je le soulève comme ça. Pour moi, mais nous sommes quelques-uns à le penser, enfin ceux qui aiment analyser les talents des hommes en rugby, quoi. Pour moi, peut-être le meilleur joueur de rugby de cette Coupe du Monde, le meilleur joueur de rugby dans les temps présents, tu vois, c'est-à-dire en l'an 2021, 22, 23, c'est Damian McKenzie. Tu vois, il est titulaire d'une classe époustouflante en termes de rugbyman, ce mec. Tu vois ça? Il joue pas.
Il est sur le banc. Il joue pas. Il est sur le banc. Et il est sur le banc depuis le début. Ne mettez pas qu'aujourd'hui. C'est pas une bouderie, quoi, tu vois. Et le fait qu'il joue pas me semble en même temps susceptible de mériter une interrogation. Soit il est trop bouffon, entre guillemets, il se boursoufle un peu de son ego, entre guillemets, il a la possibilité, tu vois, il a toujours la tentation du jeu et pas forcément toujours la tentation de l'équipe. Tu vois, ce qui pour un Néo-Zélandais ou pour les Néo-Zélandais mérite évidemment toujours un regard acerbe, je dirais, ou sévère. Soit il a pas la composante discipline nécessaire pour arriver à ce très haut niveau. Et je ne sais pas trop. Mais le fait qu'il ne joue pas, lui, ça me semble montrer quand même dans l'équipe de Nouvelle-Zélande une petite restriction dans la liberté du jeu, qui était aussi la grande signature du 15 All Black. On revient dans un instant sur Sud Radio pour parler de la Nouvelle-Zélande. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Jusqu'au 31 octobre, le groupe Perrault, concessionnaire Renault, Nissan, Hyundai, fête son mois de l'occasion. Venez tourner la route de la chance dans toutes les concessions du groupe Perrault. Tentez de gagner jusqu'à 1 000 € de remise sur une sélection de véhicules d'occasion toutes marques. Une avalanche de remises à vous faire tourner la tête. Et pour vous qui cherchez un véhicule d'occasion, c'est l'occasion à ne pas manquer. Alors venez vite dans les concessions du groupe Perrault pour tourner la roue de la chance. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 31 octobre. Pour jouer, rendez-vous en concession. Détaillez conditions sur groupeperrault.com. Pensez à covoiturer. Alors, tout est prêt? Évidemment. Et Justin? Tu m'as pris pour qui? Y a pas de rugby sans Justin Bridou. Ils sont tellement à croquer, les mini bâtons de berger. Et en plus, pas besoin de couteau ni d'enlever la peau. Match ou apéro, c'est avec les mini bâtons de berger Justin Bridou. Justin Bridou, le vrai goût du partage. Pour votre santé, bougez plus. Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présents. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée, au cœur du Stade de France avec Rémi Dos Santos, avec Daniel Herrero. On va évidemment parler de la Nouvelle-Zélande. On va écouter dans un instant Bernard Jackman qui parle d'un point faible. Peut-être qu'il a isolé côté All Black. Bernard Jackman qui était avec nous hier sur Sud Radio, l'ancien talonneur de cette équipe d'Irlande, entraîneur aussi de Grenoble, grand joueur passé par le Leinster. On va écouter Bernard Jackman sur Sud Radio. Hier, il nous parle de la mêlée. Je crois que le point faible peut-être c'est le mêlée, mais si on doit faire le remplacement, particulièrement au pilier gauche, Andrew Porter, il est très très fort, mais son remplaçant de Kilcoyne, le pilier de Munster, il n'est pas le même niveau. Donc ça c'est le problème pour nous. Il faut qu'on score, on marque le score au début du match et être en contrôle pendant les 60 minutes, les dernières 20 minutes. Ouais, voilà, il parle du point faible irlandais, non pas néo-zélandais comme ça avait été mentionné. Il parle bien du point faible irlandais, notamment en mêlée fermée. Ian Borthwick, lui, il voit des All Blacks qui sont en train d'être en forme ascendante. Et je vais te poser la question dans un instant, Daniel. Est-ce la même équipe qu'on a affrontée le 8 septembre? Élément de réponse avec Ian Borthwick. Cette équipe a nettement progressé et je trouve même que par rapport à d'autres Coupes du Monde, la qualité du jeu des Blacks a baissé pendant la Coupe du Monde et jusqu'en finale. Mais là, je trouve que cette fois-ci, la qualité de leur jeu, les indices de performance, la qualité des transmissions a amélioré depuis le match contre la France et surtout le match contre l'Afrique du Sud à Twickenham, où ils ont eu la plus grosse défaite de leur histoire. Donc, les Blacks sont sur la pente ascendante. Est-ce que c'est suffisant pour battre cette équipe irlandaise? On verra bien. On verra bien, on va le savoir, évidemment, puisque le match est dans quelques instants. Mais est-ce que cette équipe, elle est meilleure que ce qu'on avait affronté le 8 septembre en ouverture de cette Coupe du Monde, Daniel? Je suis pas formel, il y aurait un artifice, j'allais dire, ou intellectuel, à montrer que la Nouvelle-Zélande de match en match a amélioré quoi elle a joué, la Nouvelle-Zélande, le dernier match de préparation contre les Sud-Africains. Ils avaient pris un peu lourd, on constatait qu'ils n'étaient pas tout à fait au top
niveau de la grand engagement physique. Ils jouent contre la France en match d'ouverture, on voit qu'ils sont quand même pas si mal, il leur manque pas grand chose, ils perdent dans les 10 dernières minutes contre nous les Français, ils nous font une première mi-temps où ils nous dominent un peu, c'est pas si mal. Et après il n'y a plus rien qui rentre dans l'analyse. Après les 3 matchs qu'ils jouent derrière, ils sont trop disproportionnés pour la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, si elle n'est pas prise en pression physique, son jeu sera au-dessus de quasiment tout le monde. Tu vois, il y a plus forte raison des équipes moyennes qui étaient la Namibie, l'Uruguay et l'Italie, qui ont explosé à partir du moment où il n'y avait pas de rivalité, d'intensité. Donc je ne suis pas certain qu'ils se sont franchement améliorés. Mais le fait quand même que depuis un mois ils sont ensemble, ils s'entraînent tous les jours, et, tu vois, ils rôdent, ils huilent. On peut quand même considérer qu'il y a un état moral. Et le fait que dans cette équipe-là, il y a aussi, malgré tout, un potentiel d'expérience qui est assez élevé. Il n'est pas le plus haut qu'ils aient eu, mais il est assez élevé. On sait que quand on arrive là, malgré tout, les choses se mettent en place. On n'est plus dans les approximations. Je crois quand même, je ne suis pas certain qu'ils soient bien meilleurs que ce qu'ils sont depuis un an. Tu vois, depuis un an, je suis pas sûr. Je vois pas en quoi on pourrait attester que l'équipe de... Simplement, s'ils sont, cette équipe-là, s'ils sont les joueurs à leur meilleur niveau, on pourrait quand même avoir une équipe de Nouvelle-Zélande extrêmement dangereuse pour l'Irlande. Voilà. Mais je ne suis pas honnêtement certain qu'ils soient largement au-dessus de ce qu'ils étaient, moi, loin de là. Dans un instant, les compositions des deux équipes, les hymnes, la minute de silence, le haka et le grand rendez-vous de ce samedi soir sur Sud Radio. Soir de quart de finale après la victoire de l'Argentine face au Pays de Galles 29-17. Place dans quelques instants à Irlande, Nouvelle-Zélande. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Avec Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services.